Merci beaucoup Frédéric Maget. Voilà, c'est une joie de poursuivre avec vous cet après-midi avec nos invités donc au sujet de ces itinéraires créatifs et spirituels. Voilà, donc Audrey Fella, bonjour. Vous êtes historienne de formation, essayiste, scénariste. Vos recherches portent sur les femmes et le sacré, la mystique chrétienne et laïque, le chamanisme également au féminin, les figures spirituelles vous intéressent depuis Hildegarde de Bingen et Christiane Singer, que vous nous en avez parlé hier, et vous consacrez une anthologie entre autres et des portraits croisés, nous allons en parler. Tiffany Tavernier, bonjour. Vous êtes romancière, éditée chez Sabine Vespizer, scénariste également, assistante réalisatrice, voilà, depuis longtemps. La spiritualité, le sacré, la médiation sont au cœur de votre parcours. D'accord. Vous avez vécu une expérience fondatrice en Inde, on en parlera peut-être un petit peu, à Calcutta. À 18 ans, vous partez justement à Calcutta rencontrer Mère Teresa. Mais vous vous êtes aussi intéressé à la figure d'Isabelle Eberhardt, on en parlera certainement. Vous venez avec votre dernier texte, Alice, En vérité Alice, dont nous allons parler, puisque l'un de vos personnages plonge véritablement dans cette quête de mysticisme, cette quête de vérité. Élodie Pinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres modernes, agrégée de philosophie, docteur en littérature française. Voilà, vous enseignez la philosophie au lycée et à l'université. Vous vous interrogez justement sur la place des femmes dans le monde de la pensée et de la philosophie. Vous venez aujourd'hui nous parler en partie de « Moi aussi, je pense, donc je suis » chez Stock. Alors, dans un premier temps, une première question qui paraît très ouverte et très générale, mais en effet, de quelle façon la lumière vous ouvre sur un parcours créatif et vous inspire dans vos démarches? Audrey, peut-être la lumière mystique. Voilà. Moi, je dirais que depuis l'enfance, je sens bien que dans mon corps, dans mon âme, parce que je n'ai jamais douté que j'en avais une, et j'avais pas besoin que les hommes ou des femmes me disent si c'était vrai ou pas. J'ai toujours senti qu'il y avait une dimension intérieure que j'avais besoin de cultiver, d'habiter, et qui m'était très naturelle enfant, puisque je crois que quand on est enfant, malgré l'éducation, on est dans l'instant, on se projette peu. C'est vrai que quand on dit à un enfant dans une heure, dans 2 jours, c'est toujours une abstraction. Donc il y a vraiment ce fait qu'on est unifié avec notre être, on n'est pas encore divisé comme on va l'être un peu plus tard, ou alors complètement axé sur ce personnage qu'on va nous demander d'être et de jouer sur la scène de la vie. Je suis née en France, en tant que petite fille, avant de devenir femme, et il m'a toujours manqué dans ce qu'on me proposait dans mon éducation, cette dimension spirituelle. On me proposait de me marier, d'avoir le petit copain, de me marier les enfants, un beau métier dans lequel je me réalise, j'ai pu faire des études, j'ai eu cette grande chance par rapport à beaucoup de femmes dans le monde, mais tout de même, mince, je me disais, bon, d'accord, c'est joli, ce cheminement, ça me parle, mais il me manque quelque chose. Donc je suis allée puiser dans les livres, bien évidemment, ce que moi, je ne trouvais pas encore en réponse dans cette société. Aujourd'hui, il y a des colloques, on peut se renseigner. Il y a une littérature qui s'est énormément développée, tant de romans que d'essais. Les femmes, et elles sont mises à l'honneur ici, nous parlent d'elles-mêmes et de leur spiritualité. Donc, je me suis intéressée. Et en fait, j'ai travaillé sur les livres que j'avais envie de lire. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai dirigé et coécrit le dictionnaire des femmes mystiques. C'est que dans mes recherches, je cherchais ce livre qui les réunissait toutes. Et je tombais sur des livres d'hommes qui faisaient des monographies, qui parlaient d'une telle. Je me disais, mais quand même, il y avait des dictionnaires d'hommes mystiques, et je me disais, mais quand même, ce livre n'existe pas. Alors, j'ai fait toutes les bibliothèques de France et de Navarre, comme on dit. J'ai cherché à Paris, je me suis inscrite, je me suis lancée dans des recherches. Et puis, comme il n'existait pas, je me suis dit, je suis allée voir mon éditeur, et puis, il a trouvé que c'était une idée géniale, puisqu'il y avait un vide. Voilà ce dictionnaire, Les femmes mystiques, histoire
et dictionnaire, donc qui croisent vos intérêts et en particulier vos travaux d'historienne en fait, hein, oui. et votre formation. Voilà, je l'ai dirigé et coécrit avec 80 écrivains, voilà, auteurs, hein, je précise, pas toute seule. Alors Tiffany Tavernier, c'est vrai que vous-même, je pense que depuis finalement toujours, hein, depuis toujours, la spiritualité, la lumière, vous avez été en quête dans vos travaux. C'est quelque chose qui croise toutes vos réalisations et tous vos écrits, me semble-t-il. Dites-nous en plus. Oui, alors oui, c'est une immense question. C'est peut-être la question. La lumière. Oui, il faut repartir sur l'enfance, le temps du miracle, le temps de la présence absolue. Et je pense que, au-delà du parcours très personnel, qui est le mien, secret aussi un peu, j'en fais pas étalage, on en parlera un tout petit peu. Je pense que l'écriture, chez moi, l'écriture est un tressage absolu avec la lumière, en ce sens que l'écriture, pour moi, est une quête absolue d'un dévoilement. Et c'est une folie, l'écriture. C'est une folie organique, c'est une folie physique. C'est pas juste un acte, c'est un abandon, on en a parlé dans plusieurs, j'ai entendu. C'est quelque chose de mystique. Désolée pour ceux qui écrivent et qui ne veulent pas. Il y a quelque chose de mystique dans le sens où l'écriture rejoint un abandon associé à une immense ascèse. Et pour moi, il y a une magie, il y a une folie, une dinguerie, une transgression qui s'offre dans la possibilité de la phrase et de l'immersion dans la langue, le logos, allons-y, puisqu'il faut être dingue. Et moi, en tant qu'écrivain, je cherche une ouverture, je cherche quelque chose voilà, je fais le geste, vous voyez, ça s'accompagne toujours d'un geste chez moi, d'écarteler quelque chose pour laisser passer quelque chose de peut-être fou, de mystérieux, de pauvre, de nu, mais au moins qui sonne. Point. Et c'est là où je rejoins peut-être cette question de la lumière. C'est vrai que quand j'écris, et j'ai entendu ça de beaucoup de ceux qui écrivent à mes côtés ou d'autres, parce que j'aime bien interroger cette question. Il y a voilà, la question, alors on va peut-être pas dire qu'on cherche la lumière, parce que ça fait tout de suite un peu quand même... bon. Donc moi, je vous réponds par les mots qui me viennent et qui me traversent. Mais la langue, le travail sur la langue, c'est un travail... voilà, je pense, on est des aborigènes. On est des aborigènes, on soulève des mondes, on soulève des questions, des mystères aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent et on est dans la pleine inspiration. Voilà, vous imaginez avec quoi on travaille, quoi. Voilà, ça rejoint cette idée de fulgurance. Tu parles des mots, effectivement, et là je vais faire je vais rejoindre Élodie Pinel en présentant Élodie avec ce parcours aussi extrêmement brillant. Voilà, je parle de votre agrégation, double agrégation. C'est peut-être que là, pour vous, la lumière rejoint la connaissance aussi. C'est-à-dire que vous vous êtes astreinte justement à aussi ce travail de longue haleine pour en arriver au parcours que vous avez. Comment vous pourriez définir justement cette lumière ? Alors pour moi, quand je pense lumière, je pense plutôt à mettre en lumière d'autres que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas réfléchi mon parcours en me disant il faut que j'obtienne tel concours, ou que c'était vraiment une nécessité de poursuivre un chemin, en fait, en fonction des portes qui pouvaient être ouvertes, mais il n'y a pas eu d'ambition réfléchie, de plan de carrière, voilà. Et ça m'a été important à un moment de mettre en lumière d'autres que moi, parce que moi-même, il n'y avait aucune nécessité à ce que je sois mise en lumière. J'ai beaucoup bénéficié en fait de ce qu'on peut appeler l'école républicaine. Moi, j'ai habité jusqu'à mes 24 ans dans un village de 2500 habitants au fin fond de la Bretagne. Donc, c'était totalement hors de propos d'imaginer un jour réussir à publier un livre. Donc je mesure aussi l'absolue chance que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi le répéter. On est vraiment, comme on le disait aussi, des privilégiés de pouvoir écrire, de pouvoir publier, de pouvoir être lu. Parce que c'est très, très laborieux, à la fois comme travail et comme chemin. Et donc, bénéficiant de circonstances favorables parce qu'on est au XXIe siècle, parce que j'y suis une femme, mais qu'on a quand même avancé sur pas mal de choses aujourd'hui. Heureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais regardant en arrière, je me suis dit, bon,
quelles sont celles qui n'ont pas eu cette chance-là et en quoi moi je peux aussi être un relais aujourd'hui. Et donc ça c'est un souci que j'ai eu dans mon enseignement en français auprès des lycéens, des lycéennes, et puis après que j'ai transporté en philosophie quand je suis revenue à la philosophie. Tout à fait, c'est donc l'objet de ce travail très intéressant, très agréable à lire. Moi aussi je pense, donc je suis ce travail donc édité chez Stock, où c'est un régal en fait de circuler à travers l'histoire aussi des femmes philosophes. On va continuer d'en parler lors de cette table ronde. Alors c'est vrai que Tiffany Tavernier, on va commencer par parler de votre livre, donc édité chez Sabine Weyspizer. Quel est l'enjeu de ce récit avec ce personnage qui est sous emprise en fait et qui va tenter justement de sortir de ses gonds? Racontez-nous un petit peu. Alors oui, j'ai une Alice, en vérité Alice, j'ai une Alice qui est complètement sous emprise, ça c'est un thème maintenant qu'on connaît bien, mais alors la particularité c'est que moi j'ai décidé de prendre Alice depuis sa voix à elle et son regard et sa folie, puisqu'elle considère qu'elle n'est absolument pas sous emprise, mais qu'elle vit un amour absolu, alors qu'elle est en train de se faire complètement anéantir. Et je trouve ça terrible. Enfin, moi, toujours, chez moi, il faut toujours qu'un roman parte de quelque chose de vertigineux. Et je trouve qu'il y a d'autres choses vertigineuses, mais enfin, quelqu'un qui est au bord du gouffre et qui vous dit tout va bien, c'est vertigineux. Et surtout quelqu'un que vous n'arrivez pas à sortir de ce gouffre et qui se raconte une histoire qui est tellement fausse, tellement dingue, tellement qui ne colle tellement pas à ce qui se passe, à la violence qu'elle subit, que cette personne risque de disparaître. Alors ça, j'aimais bien déjà poser ça. J'aime bien les petits personnages comme ça qui ont l'air de rien. Moi, j'aime bien au départ des gens, mon Thierry dans l'ami, des gens, c'est nous tous. À un moment donné de notre histoire, on se raconte des histoires. J'aime bien ça. Alors elle se raconte, c'est maximal, mais voilà. Et la particularité du roman, c'est que Alice, qui est quelqu'un d'athée, qui est même pas athée militante, elle est athée parce qu'elle n'a jamais reçu d'enseignement, elle n'a jamais collé à ce monde-là, va se retrouver totalement par hasard ou pas. En tous les cas, elle va se retrouver embauchée, alors tenez-vous bien, au bureau de la cause des saints. C'est le bureau qui existe, j'en ai découvert l'existence. Et le bureau des causes des saints, promotorat des causes des saints, ce sont des bureaux qui sont dans tous les évêchés de France et qui sont des bureaux où on procède à il y a la procédure de canonisation des gens susceptibles aujourd'hui de devenir saints. Cette procédure, c'est la procédure la plus vieille en Occident. Elle existe en continu depuis le XIe siècle. Elle est énorme. Et moi, j'adore les trucs qui m'échappent et que je ne connais pas. Et donc, je me suis engouffrée pendant des mois et des mois dans cette procédure gigantesque qui vérifie quoi? Si quelqu'un est dans la lumière ou pas. Voilà, on est justement, on travaille cette question. Pas mal pour Alice. Et on cherche cette question. Et là, c'est une transition toute trouvée, puisque vous nous parlez de ce bureau qui existe, puisque là, on est aussi dans la dimension du réel et de la fiction. Mais ce bureau existe. Et nous allons peut-être avec Sabine Audepin justement lire un extrait du personnage Alice arrivant au bureau. Peut-être que Tiffany, vous voulez recontextualiser. Je vais juste ajouter, parce que Sabine est quelqu'un elle a raison. Il y a une toute petite mention à Alice qui dit « je dois l'appeler ». Il s'agit de cet homme sous lequel, qui est sans cesse en train de la surveiller et de l'observer. Il s'agit dans ce texte, parce qu'il n'est pas nommé, elle fait référence à cet homme dans la phrase qui va être citée. Merci Sabine. Merci. Assise par terre, Alice se décide à ouvrir la première boîte. À l'intérieur, elle tombe sur une foule de documents où il est question de réputation de sainteté, de listes de témoins, de commissions d'enquête historique, de bibliographie, de libelles, de décrets d'ouverture ou encore en latin de nihil obstat. Certains noms de personnes dont Alice n'a jamais entendu parler reviennent en boucle quand d'autres n'apparaissent qu'une seule fois. Même du point de vue chronologique, tout est en vrac. Passé un moment de découragement, Alice ouvre le Sanctorum Mater que lui a conseillé de lire Monseigneur Berthet. Seulement, là encore, et dès les premières pages, c'est la valse des mots et des dénominations inconnues.
enquête éparchiale, réputation de cygne, délégué épiscopal, censeur théologien. Alice comprend toutefois qu'il s'agit de différents éléments de procédure permettant de prouver la sainteté d'un chrétien ou d'une chrétienne d'aujourd'hui. Tiens, et elle qui pensait que cette espèce avait totalement disparu, qu'il n'en restait que des vestiges, ici des noms de rues, là des peintures dans les églises, des statues. Si à un bref instant tout lui paraît plus clair, sa confiance s'effondre quand elle commence à lire les énoncés des 65 chapitres qui composent le texte. Acteur de la cause, postulateur de la cause, acceptation du libelle, consultation avec d'autres évêques, officier de l'enquête en général, officier de l'enquête en particulier, censeur théologien, rapport des experts, citation pour les sessions, procédure de l'enquête rogatoire. Jamais elle ne viendra à bout de ce jargon. Partir alors ? Se barrer en douce ? Elle aimerait tant pouvoir l'appeler. Mais depuis cette fois où elle l'avait supplié de rappliquer à cause d'un bruit à l'extérieur qui lui avait fait terriblement peur, il lui avait fait promettre de ne plus jamais recommencer. À cause d'elle, ce jour-là, il avait raté le pot d'anniversaire de son patron qui, en retour, s'était mis à le harceler. Appeler sa mère, alors ? Malgré ses constants reproches, elle peut se montrer parfois si douce avec elle. Voilà, merci beaucoup Sabine. On constate que le texte n'est pas dénué d'humour et je pense que vous aimez bien en jouer. Finalement, vous tournez autour de cette question aussi. Je pense que Dieu a un immense sens de l'humour. Je pense que c'est une façon que j'ai, peut-être pas très française, j'avoue. Je pense qu'on se marre. Moi, je me marre. Je me marre beaucoup quand la lumière s'engouffre chez des gens qui vous ont tout expliqué, qui savent tout sur tout, et puis d'un coup, vous les revoyez une semaine après. Ça, c'est pas si, en tout cas, la façon dont les choses peuvent se retourner. J'adore ça. Me retourner. Hein, j'en fais partie. Voilà, je crois qu'on est. C'est bien qu'on soit complètement culbuté dans nos certitudes, dans nos affirmations. C'est des rapports au réel. Tout d'un coup, voilà, j'ai des copains qui se mettent à chanter avec les arbres et qui me disent qui restent soi-disant très rationnels. Mais bon, pourquoi pas ? J'aime beaucoup, oui. Et donc, mon Alice, quand je la bascule là-dedans, alors j'aime bien faire ça aussi dans les mondes. Hein. J'aime bien en tant qu'écrivain découvrir des mondes. Et là, mon Alice, là, il y a des grands fous rires. Après, les choses peuvent être dramatiques, tragiques, magnifiques, dingues, complètement dingues. Mais il y a du rire. Il y a vraiment le rire, c'est une porte d'entrée. C'est une très belle porte d'entrée. Ouais. Est-ce que c'est justement, Audrey, fait là, est-ce que le rire, l'humour, est-ce que c'est une tonalité que vous avez pu aussi, malgré tout, conserver dans ce travail d'anthologie, dans le choix des textes, où il y a une variété aussi d'époques et de textes en eux-mêmes. Hein. Là, il s'agit de journaux intimes, de textes littéraires. Bon, on va pouvoir un peu plus développer votre travail d'anthologiste, mais dites-nous un peu quels sont les fils que vous avez tirés pour la composer, cette anthologie. Alors, Femmes en quête d'absolu. Oui, l'anthologie des textes de femmes mystiques et spirituelles qui commence à peu près à l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que j'ai aussi inclus des femmes poétesses vivantes avec Lydie Datas. En tout cas, dans cette anthologie-là, elles sont dans la possibilité de l'écriture d'un indicible. Donc parfois, je dirais même, alors là, il n'y a pas d'extrait de texte, mais ils existent. C'est très difficile de tourner avec les mots, de tisser, parce qu'en fait c'est un tissage, de tisser autour de la lumière, de tisser autour de l'indicible et de créer quelque chose. Et à ce niveau-là, elles sont dans des états, de conscience autres qu'ordinaires, où finalement elles ne sont plus dans le comique ou le tragique, elles sont déjà dans autre chose qui est difficilement descriptible mais qui se ressent, où on ne va pas, ce n'est pas le ton d'une pièce de théâtre, où on est dans autre chose, on approche ce qui est de l'ordre du mystère qu'on ne pourra jamais vraiment traduire, parce que ce mystère va rester entier dans l'expérience puisqu'il est vécu et que le mental ne peut pas
l'instrumentaliser, se l'accaparer. Sinon, ce serait autre chose. Donc, on est dans un autre exercice qui reste de l'ordre du vivant, bien évidemment. Elles sont encore sur Terre. Elles sont d'ailleurs très souvent ancrées. Je dis ça parce qu'on peut avoir tendance à penser, il y a des fausses croyances, enfin en tout cas avérées autour de la spiritualité, que les mystiques n'ont pas les pieds sur terre, qu'elles sont là-haut, et puis non, les grandes mystiques ont vraiment une incarnation très forte et ne sont absolument pas coupées du monde. Donc ça, c'est dans la traduction des textes qui ont été choisis. Maintenant, bien évidemment, la vie mystique, ce n'est pas non plus vivre au-dessus de tout ça, c'est vraiment d'imprégner l'ordinaire et le quotidien. D'ailleurs, on parle de la vie ordinaire avec des majuscules, si on veut, pour montrer qu'au fond, cette lumière a véritablement pénétré ce tissu matériel et que c'est bien ça qui compte. Donc, à cet endroit-là, elles sont loin d'avoir perdu leur humour. Et moi, j'ai pu moi-même approcher des personnes d'une grande spiritualité et je n'ai jamais autant ri avec elles, mais sans partir forcément sur un mot qui serait drôle, mais parce que à cet endroit-là, on touche à la vie, à son paradoxe, et on peut rire de tout comme on peut pleurer aussi, mais on sera toujours pris dans cette unité du vivant et c'est la vie qui sera la plus forte. J'aime beaucoup la dimension de quotidienneté que vous soulevez dans votre propos. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort énormément de ce travail extrêmement intéressant que vous avez réalisé cette année. Voilà, des entretiens retranscrits dans Portrait d'âme, édité au Seuil. Vous avez choisi 3 personnalités extraordinaires. C'est d'une richesse incroyable, avec des gens effectivement très ancrés, des femmes très ancrées dans le vivant, vraiment à la terre. Lorsque je pense à cette danseuse Caroline Carlson, qui parle aussi de la danse comme une méditation, comme un langage. Camille, voilà, la chanteuse, et Irina Brook, la metteuse en scène. Donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus d'ailleurs. Vous avez passé énormément de temps à réaliser ces entretiens. Oui, tout à fait. Alors justement, je peux prendre comme exemple Caroline Carlson, avec qui on a énormément ri, parce qu'elle peut tant être dans la gravité quand elle est dans la création. Quand je dis la gravité, c'était simplement le sérieux que tout ce travail demande, et en même temps, qu'est-ce qu'on a pu rire, parce que c'est une femme qui est à un tel endroit qu'elle ne se prend plus au sérieux. Et d'ailleurs, on le ressent dans la proximité qu'on peut avoir avec elle. C'est pas du tout quelqu'un qu'on peut pas approcher, et au contraire, on a l'impression elle vous reçoit presque comme une amie. C'est comme, je le dis dans le livre, on a l'impression, on repart de chez elle et on a été reçu comme une amie, et on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour ces femmes qui ont traversé, qui ont vraiment eu ces chemins. Donc oui, je les ai choisies. Alors je les ai choisies, elles m'ont choisi aussi. C'est toujours, c'est comme je pensais à la lumière, sur la question de la lumière. Oui, on tend vers la lumière, on est là comme des petits papillons, on essaie de se rapprocher. Moi, j'ai toujours cette phrase dans la tête de Rumi qui dit « Ce que tu cherches, te cherche aussi ». C'est-à-dire que la lumière nous attire, mais elle aussi nous cherche. Tout le langage mystique, c'est un langage amoureux, avec peut-être beaucoup d'humour ou pas, je sais pas, ça dépend les amoureux, la personnalité de chaque amoureux, mais ce qu'on cherche aussi nous cherche. C'est un double mouvement. C'est pas du tout nous qui sommes perdus sur Terre et qui cherchons quelque chose qu'on aurait imaginé. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est de l'ordre de l'ontologique. Donc voilà, tout ça pour dire, en tout cas, on s'est rencontrés. Pour moi, c'est vraiment le propre de la rencontre, c'est-à-dire je les ai choisis, elles me choisissent, et ça a permis, dans ce double mouvement, une intimité qui était absolument nécessaire pour déposer cet intime, parce que on peut avoir l'impression que c'est facile de parler de soi. On est vraiment, c'est le règne de l'ego. On le voit dans toute une littérature très 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 intéressante aussi. Je le dis pas par jugement, mais qui est très à la mode. C'est plutôt celle qu'on a tendance à avoir sur les étalages. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est très difficile d'ouvrir ces espaces et d'en parler, tant parce que parfois c'est mal vu. Parler de spiritualité, c'est pas forcément une évidence, un dîner, et je dirais même en France où il y a le dogme rationalité qui est encore très fort, je trouve, même si les choses sont en train de changer. Donc
c'est important de créer cet espace d'intimité, de confiance, pour que finalement quelque chose puisse se dire. Et il y a un autre travail qui a été fait, je terminerai là-dessus pour laisser aussi la parole à mes collègues, c'est que tout le travail de ce livre, c'est pas tant le témoignage, bon ça c'est la première partie, mais ça a été d'accoucher ou de les faire accoucher avec leur consentement d'un langage qui puisse approcher cette expérience qui est de l'ordre de l'indicible. Je pense qu'on va pouvoir développer cette question dans un deuxième temps. J'aimerais bien avancer justement sur les textes et la variété, la diversité des textes. Et là, je vais donner la parole à Élodie Pinel, puisque dans cette anthologie, qui est un magnifique travail que vous avez effectué, Audrey Fella, alors on a effectivement ces journaux spirituels, ces textes plus personnels, cette poésie, cette correspondance qui raconte ces femmes en quête d'absolu. Mais je me demande jusqu'à quel point finalement les textes philosophiques apparaissent. Et là, Élodie Pinel, vous auriez certainement choisi des textes philosophiques, puisque votre démarche, c'est vraiment de découvrir ou faire redécouvrir la dimension philosophique de ces femmes. Oui, quand on se demande qui sont les femmes qu'on peut qualifier de philosophes parmi celles qu'on associe déjà à l'histoire de la pensée au sens large, on en vient forcément à se demander si les mystiques peuvent être qualifiés de philosophes, parce que c'est un discours sur Dieu, souvent. Ce n'est pas seulement des récits d'extase ou des révélations, ce sont aussi des méditations, voire des réflexions qui peuvent emprunter aussi des outils rationnels, des outils logiques. On peut penser à Thérèse d'Avila, dans lequel il y a aussi des réflexions. D'ailleurs, elle a été reconnue comme docteur de l'Église. Bon, là déjà, c'est un indice de reconnaissance d'une dimension philosophique, évidemment, de ces textes. Mais ces discours sur Dieu peuvent avoir une résonance philosophique. Et on sait que de toute façon, ces femmes ne pouvaient pas s'attribuer le titre de philosophe, puisqu'elles étaient exclues, elles étaient hors champ à leur époque. Donc c'est un regard nécessairement contemporain qui va projeter sur elles cet attribut. Et il y a quand même un certain nombre de femmes, donc Marguerite Porete en fait partie, mais c'est pas la seule, qui, à l'occasion d'une réflexion sur l'itinéraire d'une âme vers Dieu, vont convoquer des points de dogme, des points de théologie, et vont, en ce sens, soulever des questions philosophiques, autant sur la liberté, sur la nature de l'âme, sur la nature divine, en déployant parfois un lexique philosophique, déité, déification. On va rentrer parfois dans pratiquement un jargon pour le Moyen-Âge scolastique qui va emprunter Aristote, qui va s'inscrire dans une tradition, et là on excède le champ strict de la mystique. En fait. Oui, mais pourquoi, enfin c'est vraiment ce qui ressort de votre travail, pourquoi ces femmes ne sont pas prises au sérieux? Enfin ça semble complètement incroyable ça. Vous faites ce travail sur le matrimoine philosophique finalement, mais ce qu'il en ressort, enfin peut-être que vous allez nous dire si c'est ça, on a vraiment ce sentiment que ces femmes philosophes, les premières en tout cas, n'ont pas du tout été écoutées et prises au sérieux. Alors, il y a beaucoup de facteurs. C'est tout l'objet du livre, en fait. C'est d'essayer de comprendre. Puisque moi, j'étais partie de l'idée qu'il y en avait peu parce qu'elles n'avaient pas eu accès à un enseignement philosophique et que la philosophie se structure autour de cette idée d'un maître qui a des disciples. Donc, il faut être d'abord le ou la disciple, en l'occurrence souvent le, d'un maître. Donc, il faut avoir accès à l'enseignement, à l'éducation. Et puis ensuite, devenir soi-même maître et faire école. Donc, évidemment, quand vous ne faites pas partie d'aucune école, quand vous n'y avez pas accès, ça va être compliqué d'être reconnu comme philosophe. Et donc reconnu comme philosophe. En réalité, il y a beaucoup d'exceptions dans l'histoire à cette règle, parce que dès l'Antiquité, si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont admises au jardin d'Épicure, que certaines femmes se déguisent en hommes pour assister aux cours de Platon, et que donc il y a eu aussi une tolérance de la part, voire une acceptation pleine et entière, de la part d'un certain nombre de penseurs pour intégrer les femmes à leurs écoles, même si elles-mêmes ont rarement pu, à leur tour, faire école. Finalement, le déni de légitimité des femmes en philosophie, il est le même, et il fait jouer les mêmes leviers que le déni de légitimité en littérature, dans tant de domaines en réalité. Dès qu'il s'agit d'être reconnu dans une autorité intellectuelle,
quel que soit le champ, les sciences aussi, évidemment. Enfin bon, on pourrait énumérer toutes les disciplines, hein, mais on est face au même problème, au même mécanisme. Et je pense que le fond de toute chose, c'est la disqualification des capacités intellectuelles de la femme. C'est Aristote qui dit « la femme a une âme sensitive, végétative, mais pas intellective. Elle n'est pas capable de réfléchir. Elle est ramenée du côté de l'émotion, du sentiment, de l'intuition, exclusivement. » Donc, à partir de là, la question de la reconnaissance des femmes philosophes est vraiment cruciale, parce que la philosophie, on l'associe au plein exercice de la pensée et de la rationalité, typiquement ce que les stéréotypes de genre indiquent comme ne pouvant pas être mis du côté du féminin. Donc il y a vraiment un enjeu à reconnaître que oui, il y a des femmes philosophes et qu'elles sont de grande qualité, que leurs textes et leurs pensées sont de grande qualité, pour tordre le cou à ce préjugé qu'il y a encore des vieux restes et de beaux restes, qui est que les femmes seraient moins intelligentes que les hommes. Donc, je voudrais rajouter une chose. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. On retrouve le même débat chez les femmes mystiques, c'est-à-dire que on attribue une mystique spéculative, on va dire, allez, plus de l'ordre de la pensée chez les hommes, et une mystique affective pour les mystiques femmes, comme si en effet il y avait la pensée d'un côté, l'intelligence d'un côté, et de l'autre juste le sentimental et puis le corps qui n'a pas du tout d'importance. Alors que dans l'expérience mystique, c'est vraiment le temple. Mais moi, j'avais remarqué en travaillant sur ces textes-là et la possibilité d'expression chez elles, c'est que la plupart des femmes qui vivent cette expérience se fichent complètement d'aller mettre des mots dessus. Il y a des textes parce qu'il y a une expression, on va leur demander de témoigner, elles vont écrire des poèmes parce qu'il y a un indicible qui essaie de rentrer dans la matière et de se tisser à travers le langage. Mais on n'est plus au niveau du psychologique et du mental, on est au niveau de l'être, on est dans l'ontologie. Donc elles sont au-delà, elles ne cherchent pas forcément à ça. Et pour la catégorie philosophique, je tiens à le dire ici quand même, c'est le lieu, moment ou jamais, mais heureusement nous avons quand même 4 docteurs de l'Église qui sont reconnus comme 4 grandes mystiques, à mon sens. Voilà. Donc elles ne sont pas dépourvues. Mais c'est vrai que vous posez la question justement de l'oralité et de la trace en quelque sorte, et c'est un aspect de votre travail d'ailleurs, de parler de cette dimension, de l'importance aussi des textes qui sont restés et sur lesquels on peut travailler. Diotima dont vous parlez par exemple, y a-t-il des traces de Diotima ? Il reste ce qu'en dit Socrate selon ce qu'en dit Platon. Donc c'est vraiment là aussi des poupées gigognes. Puisque Socrate a eu la chance d'avoir des hagiographes et peut-être des réinterprètes, puisque Platon va au-delà du seul enseignement de Socrate quand il couche par écrit les leçons de Socrate. Ce qui n'est pas le cas des noms de femmes philosophes de l'Antiquité qui ont été transmises par des témoins de leur temps, que Gilles Ménage a collecté dans son Histoire des femmes philosophes au XVIIe siècle. Donc on a un certain nombre de noms, dont par exemple Aspasie, même Hypatie d'Alexandrie, ça on sait aussi que c'est quand même une penseuse d'importance, dont on n'a plus les écrits. Et ça, c'est une récurrence aussi dans tous les champs de la culture. En littérature, on a le même problème pour le Moyen-Âge, pour les femmes troubadours, par exemple. On va avoir une occurrence des chansons d'amour écrites par les femmes troubadours. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a une déperdition logique. Mais au-delà de ça, c'est que le nombre de copies contemporains était très faible. Et que le temps a fait son œuvre, et qu'il n'y a pas eu de compensation par une transmission on aurait dit au Moyen-Âge la légende, la vie de ces personnes. Et donc on perd au fur et à mesure la mémoire, la trace, et nous on essaye chacune de reconstituer, de réassembler le puzzle. Et oui, en effet, il y a ce primat de l'oralité, parce que c'est un champ dans lequel elles peuvent s'inscrire aussi, c'est un champ autorisé, qui peut être dans un cercle un peu limité, donc moins périlleux, mais qui a cette limite d'être moins facilement transmis que la mise par écrit. Tout à fait. On reparlera de Marguerite Porete, vous l'avez évoqué, mais j'aimerais bien refaire un détour par des écrits plus contemporains, finalement plus proches de nous. Il s'agit de ceux d'Isabelle Eberhardt, grande mystique aussi, sur laquelle vous avez travaillé, Tiffany Tavernier. On pourra peut-être en entendre un extrait avec Sabine Audepin. Dites-nous à quel moment ce personnage vous a intéressé.
Tiffany. Là, je vais faire une jonction. Alors évidemment, Alice et Isabelle. Alors Alice, c'est un roman. En vérité, Alice. Isabelle, c'est une biographie. Je ne suis pas la seule, mais je suis une des dernières biographies. Je crois que je suis la dernière biographie. C'est monumental. Isabelle, elle a 17 ans, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle part à 18 ans en Algérie en 1898. Elle se convertit à l'islam. Je vous donne, comme c'est ce que je fais souvent, un pitch, mais très rapide. Elle se convertit à l'islam. Elle devient, non seulement elle se convertit, mais elle devient un homme. C'est-à-dire qu'elle se déguise en homme. Elle se fait appeler Si Mahmoud. Elle va devenir soufie. Elle va être intégrée, une des premières femmes occidentales et hommes d'ailleurs, à être intégrée, une des premières, à une congrégation soufie. Et après, à partir de là, déjà l'enfance est hallucinante, mais alors là, la nana qui parle déjà 10 langues, elle est reporter de guerre, c'est un écrivain absolument génial, elle vit du côté arabe, en parlant arabe, elle est pauvre, elle galère, c'est une amoureuse, c'est une baiseuse, c'est une amoureuse de Dieu, c'est une soufie, c'est une fumeuse de hache, elle est insupportable, elle est géniale, elle est fracassante. Donc moi je l'ai lu à 17 ans, et je fais la jonction. Après avoir lu Isabelle Eberhardt, je suis partie à Calcutta pendant 1 an, j'ai bossé dans les mouroirs et j'ai bossé dans la rue pour un docteur de rue. Et je veux dire, elle donne cette audace. Voilà. Donc si ça vous donne pas envie, c'est que vous êtes très bête, parce que c'est pas possible au fait. Il faut pas faire l'impasse de Isabelle, parce qu'elle est la précurseuse de toutes les aventurières qui vont venir après. C'est juste que comme elle est complètement hors chapelle, qu'elle n'a jamais fait de pub sur elle, elle est morte à 27 ans. Sa tombe est visitée tous les jours en extrême sud algérien, depuis toujours, en continu, soit par un légionnaire, soit par un mystique, soit par un mec baba cool, soit par une nana domestique, femme au foyer. C'est hallucinant. Arabe, chinois, français, il n'y a pas d'école au fait. C'est vraiment quelqu'un qui attire la liberté. C'est tout ce que n'a pas Alice, mais qu'elle va peut-être trouver, on verra bien. Parce que les saints sont dingues. Il faut bien savoir une chose, la sainteté est dingue. Les gens ne connaissent pas les vies des saints, malheureusement. C'est Hollywood, c'est du 70 mm, ça dépote, c'est un truc de Sainte-Geneviève, Sainte-Radegonde, c'est un truc de malade. C'est des femmes hallucinantes que personne ne connaît en Occident. Elles ont fait des choses de dingue. Et j'aime bien que ma petite Alice d'aujourd'hui, malaxée à sa sauce d'emprise débile, se retrouve face à des nanas du 5e, du 6e, du 10e, complètement dingue, et du 19e et du 20e. Donc on ne connaît pas Jeanne Garnier. Vous avez Rosalie Rendu que j'ai découvert. C'est des gens hallucinants. Donc voilà, moi j'aime bien la sauce. Je suis au cinoche. Avec les seins, vous êtes au cinoche. Vous êtes à Hollywood, mais Bollywood, Hollywood, max. Voilà, c'est ce que j'allais dire, du Bollywood. Donc là, c'est lorsque le réel se mêle à la fiction, puisque le personnage d'Alice, c'est bien votre personnage de création dans votre dernier roman. Alors, j'avais très envie de vous faire entendre un extrait des cahiers spirituels d'Isabelle Eberhardt par Sabine Audepin, s'il vous plaît. Merci. Zaouïa de Canada, 1904. Être saint de corps, pur de toute souillure, après de grands bains d'eau fraîche, être simple et croire, n'avoir jamais douté, n'avoir jamais lutté contre soi-même, attendre sans crainte et sans impatience l'heure inévitable de l'éternité. Voici la paix, le bonheur musulman, et qui sait, voici peut-être bien la sagesse. Ici, les heures monotones s'écoulent avec la douceur et la tranquillité d'une rivière en plaine où rien ne se reflète, sinon des nuées de couleurs qui passent aujourd'hui, qui reviendront demain, qui nous surprendront toujours. Peu à peu, j'ai senti les regrets et les désirs s'évanouir en moi. J'ai laissé mon esprit flotter dans la vague et ma volonté s'assoupir. Dangereux et délicieux engourdissement conduisant insensiblement, mais sûrement, au seuil du néant. Ces jours, ces semaines où il ne s'est rien passé, où on n'a rien fait, où on n'a même tenté aucun effort, où on n'a pas souffert, à peine pensé, faut-il les rayer de l'existence et en déplorer le vide? Après l'inévitable réveil, faut-il au contraire les regretter comme les meilleurs peut-être de toute la vie? Je ne sais plus. Moi qui naguère encore rêvais de voyages toujours plus lointains, qui souhaitais d'agir,
j'en arrive à désirer, sans oser encore me l'avouer bien franchement, que la griserie de l'heure et la somnolence présente puissent durer, sinon toujours, au moins longtemps encore. Pourtant, je sais bien que la fièvre d'errer me reprendra, que je m'en irai. Oui, je sais que je suis encore bien loin de la sagesse des fakirs et des anachorètes musulmans, mais ce qui parle en moi, ce qui m'inquiète et qui demain me poussera encore sur les routes de la vie, ce n'est pas la voix la plus sage de mon âme, c'est cet esprit d'agitation pour qui la terre est trop étroite et qui n'a pas su trouver en lui-même son univers. Ce que tant de rêveurs ont cherché, des simples l'ont trouvé. Par-delà la science et le progrès des siècles, sous les rideaux levés de l'avenir, je vois passer l'homme futur. Et je comprends aussi qu'on puisse finir dans la paix et le silence de quelques zaouïas du Sud, finir en extase, sans regret ni désir, en face des horizons splendides. Je voudrais préciser que ce texte, Isabelle l'a écrit très peu de temps avant sa mort et que c'est un des rares moments dans sa vie où elle s'est arrêtée. Et c'est somptueux quand même, hein. Elle a 26 ans et demi là. Et elle s'est arrêtée dans une zaouïa avec une maraboute pour dire à Karima, une maraboute qu'elle adorait et avec laquelle elle avait une jonction, voilà, une très grande maraboute que les musulmans de toute l'Algérie allaient voir et visiter. C'est vrai que c'est très, très émouvant. C'est une évidence pour vous de choisir ce texte, en fait, parmi tous ces écrits. Pourquoi avez-vous choisi celui-ci particulièrement ? Je serais incapable de répondre à cette question. Non, une évidence... Il n'y a pas d'évidence. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Je me suis pas dit ça. Ce texte-là était évident. Il y avait vraiment une richesse de textes absolument immense. C'était difficile de les choisir. Sur quels critères de beauté ou d'esthétique, et qu'est-ce qui pouvait moi me permettre de dire que c'était l'un ou l'autre. Donc je me suis fiée, à quelque chose de très physique, très physique, c'est-à-dire ce plaisir de la lecture et de ce que ça me faisait dans mon corps, en fait. Dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le critère... Alors, j'avais essayé de réunir dans ce livre des textes différents pour montrer la variété, c'est-à-dire que ça peut aller de la poésie au traité plus spéculatif pour montrer qu'elles avaient balayé tout ce champ et que les femmes n'étaient pas cantonnées juste au sentimental, un peu trouble et bizarre. Donc voilà, c'était le seul critère. Mais après, voilà, donc évidence. Le critère personnel est très intéressant. Enfin, c'est en ça aussi que vous avez eu une démarche totalement subjective, personnelle et d'autrice. Voilà, totalement subjectif. Le texte qui parle au cœur, c'est un bon critère, ça, non ? Oui, alors moi, il y a l'idée, alors on peut peut-être, voilà, il y en a qui vont dire, mais l'être, c'est le cœur, c'est ce qui part du cœur. Moi, comme je vous dis, il fallait que ça soit vraiment l'être dans son entier. Donc, il y avait une vibration qu'à l'époque, honnêtement, je n'aurais même pas pu nommer de cet ordre-là. Donc, il y avait quelque chose en moi qui les choisissait, mais j'aurais pas pu. Aujourd'hui, je peux essayer de mettre des mots, mais honnêtement, ça a échappé à une part de mon mental, et je trouve que c'est très bien comme ça. C'est un petit peu aussi ce qui nous ressort, là. Je reviens justement aux entretiens avec vos personnages. Finalement, la dimension créative, spirituelle, alors on parle de poésie, de mots, de ces textes comme ça qui sont aussi flottants, mais il n'y a pas que les mots. On le comprend en lisant ces entretiens, encore une fois. Comment peut-on, quelle trace peut-on laisser finalement, en dehors des mots ? Elles vous répondent, ces femmes. Quelle trace peut-on laisser ? Alors, ces femmes-là, oui, c'est une grande question. Ces femmes-là, la trace qu'elles laissent, c'est à travers leur art, en fait, à travers leur vie quotidienne, parce que ce sont des grandes artistes, mais avant d'être des grandes artistes, ce sont des femmes qui ont fait ce chemin vers elles-mêmes. Donc, les traces, eh bien, vous savez, c'est tous ces invisibles qu'on retrouve dans le quotidien. Ça peut être la manière de prendre sa tasse de café le matin, comme de sourire à quelqu'un, comme de
de sourire à un enfant, ou simplement de poser un regard qui serait plein de présence sur un jardin, dans la solitude. Donc ça peut être dans le rapport à l'autre, mais dans le rapport à soi. Donc je pense que ça, ce sont les premières traces qu'on laisse, c'est-à-dire que même si elles sont de l'ordre de l'éphémère et de l'instantané, de l'ici et maintenant, et qu'elles vont disparaître dans d'autres, pour moi, ce sont déjà les traces les plus fortes de leur expérience. Il se trouve que chez ces femmes-là, comme je viens de le dire, ça va aussi se manifester dans leur art, et pour notre grand bonheur, dans les arts vivants que vous avez nommés, la danse, le théâtre et la musique. Pourquoi vivant et aussi éphémère? Parce que si vous enlevez la captation vidéo qui peut exister aujourd'hui, ou sonore, eh bien, une fois que vous avez chanté, une fois que vous avez fait un mouvement, vous avez levé la main, et qu'elle vient se reposer, eh bien, ce geste a disparu. Et pourtant, la trace existe, puisque vous l'avez vue, vous l'avez enregistrée, donc elle est quelque part engrammée. Et il y a aussi, ces femmes ont aussi écrit, puisqu'on parle aussi des écrits, donc certaines ont laissé des écrits. Caroline a laissé beaucoup d'écrits. Camille écrit aussi ses musiques et ses chansons. Et Irina, elle n'a pas écrit de pièces de théâtre, mais elle a aussi un rapport à l'écriture et aux mots qui est très fort. Donc, tout ça laisse des traces, et je dirais que, parce que j'essayais tout à l'heure de tourner, mais qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, ce texte vous attrape? Eh bien, je pense qu'il vient réveiller une présence. Je pense qu'il vient réveiller quelque chose, éveiller quelque chose en soi qui est difficile à dire, on peut l'appeler la présence, le soi. En tout cas, ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur, de difficilement descriptible. Ça vient réveiller la vie. Ça vient vous mettre... Voilà, ça vient vous exalter et vous donner encore plus envie du jour d'après. Merci. Alors, c'est vrai que j'aime cette idée de la trace, puisque voilà, je vais filer la conversation vers Élodie Pinel, qui a eu cette chance aussi de consulter les traces laissées par Marguerite Porete. Vous avez travaillé, vous avez consacré une thèse à cette dame, à cette grande dame, j'allais dire. Moi, j'ai été extrêmement émue d'apprendre qu'elle a terminé sa vie sur la place de l'Hôtel de Ville, la place de Grève, à Paris, le 1er juin 1310. C'est incroyable. Alors, le mot sorcière, on l'a pas entendu tellement au cours de ce festival, mais j'ai eu le sentiment qu'elle a été considérée comme une sorcière avant d'être considérée comme une philosophe. Et vous l'élevez au rang de philosophe. Donc, c'est magnifique. Enfin, j'ai envie de vous remercier personnellement de ce travail. Qu'est-ce qui vous a touché profondément chez cette femme pour la choisir ? Alors, il y a plusieurs choses. Je vais revenir d'abord sur la sorcière. Les procès pour sorcellerie, ils commencent après. Donc, c'est pas du tout un terme qu'on utilisait au XIVe siècle. Et c'est vrai que on voit la continuité des bûchers de femmes en se disant, puisqu'ils ont été dressés au nom de la sorcellerie à partir de la fin du XVe, début XVIe, au fur et à mesure avec la démonologie des sorciers, tout un ensemble de procès qui sont très intéressants à étudier. Il y a un très bon livre de Robert Muchenblade là-dessus. Mais on n'a pas encore ce chef d'accusation au XIVe siècle. Elle est vraiment condamnée pour hérésie. Donc, vraiment sur un plan théologique. Et je tiens aussi à élargir le remerciement que vous m'adressez, parce qu'on est nombreuses, en fait, à vouloir la reconnaître comme philosophe. J'ai participé à un colloque, c'était il y a 1 an et demi au Québec, et donc il y a plein de chercheurs et de chercheuses tout autour du monde, jusqu'en Chine, qui s'occupent de Marguerite Porete, oui, de plus en plus, de tout âge, de tout horizon, et on est tous et toutes fascinés par cette figure. Et quelque part, c'est une espèce de... Alors, je dirais pas dire une société secrète, parce qu'elle n'est pas secrète, mais une espèce d'amicale, on va dire, qui traverse les siècles, parce que Simone Veil a lu Marguerite Porete, parce que Marguerite de Navarre a lu Marguerite Porete, et Christian Bobin a consacré une nouvelle à Marguerite Porete. Et donc on voit comme ça des émergences de ce nom, de ce texte qui est resté anonyme jusque des années 50. Jusque dans les années 50. Donc c'est maintenant qu'on fait le lien entre ce nom et ce texte. Et pour ma part, en fait, c'est toujours un petit peu... Je ne sais pas si vous connaissez le passage d'Augustin, des Confessions d'Augustin, où on appelle ça le tollé légué, où il attend la conversion, il attend que quelque chose, un signe lui soit donné pour qu'il ait le déclic
de se convertir totalement au christianisme parce qu'il n'est pas chrétien au départ et que c'est sa mère Monique qui le tense, qui lui dit non mais convertis-toi, hein, c'est beaucoup mieux que le manichéisme ou que tout ce à quoi tu t'intéresses. Et en fait, un moment, il est avec un livre, alors comme par hasard c'est la Bible, hein, donc bon, et il entend des enfants qui disent prends Élie. Et il interprète ça comme un signe, il prend le livre et il va tomber sur un passage qui va l'inspirer et qui va le convaincre de se convertir. Et souvent dans les grandes rencontres, et là je fais peut-être un peu une mystique de la recherche, je ne sais pas, mais les grandes rencontres de textes, d'auteurs, d'autrices qui nous marquent, il y a un moment de rencontre comme ça un peu magique. Et moi dans mon cas c'était une préparatrice à l'agrégation que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup et qui m'avait dit, je m'étais ouvert à elle de mon désir de trouver un sujet de recherche plutôt sur une femme, plutôt Moyen-Âge ou Renaissance. Enfin, voilà, j'avais déjà un petit champ de réflexion. Et elle m'a dit, il y aura soit Jean Gerson aujourd'hui sur ses sermons pour les femmes, soit peut-être Marguerite Porete. Et j'ai regardé bêtement sur Internet. Marguerite Porete, quoi. C'était évident. Je sais pas. Il y a eu un appel, je pense, vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu mystique dans nos rapports, peut-être, à ces autrices, tout autant qu'on est, toutes celles qui ont participé aussi hier, aujourd'hui. J'avais l'impression qu'on était un peu les épigones de ces autrices. C'était un peu comme si on se rencontrait, que Marguerite Porete parlait à Simone Veil et puis à Valentine de Saint-Point. Et puis voilà, on est toutes un peu frappées quand même, un petit peu habitées. On finit par s'identifier, en partie en gardant un petit recul, hein, mais on est obligé à un moment pour les porter comme ça. Donc vous, philosophe, Marguerite Porete, philosophe, hein, c'est comme ça qu'on peut bien la qualifier aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que je l'ai abordée au départ. Je l'ai abordée en littéraire pour essayer de sonder les sources de littérature courtoise, autant de romans que de poésie dans son ouvrage, qui est un ouvrage fascinant parce que très complexe. Et en réalité, cette thèse a été douloureuse parce que les outils que j'utilisais n'étaient pas les seuls opérants. Et que je me suis retrouvée en difficulté pour pouvoir définir ma méthodologie, pour pouvoir aboutir à des conclusions vraiment intéressantes, définitives. Et quand j'ai commencé à la lire avec des lunettes philosophiques, tout d'un coup, ça s'est éclairé différemment. Et là, je me suis dit, oui, la liberté, la volonté, le don, l'amour, la raison, la foi, alors que j'avais fait de la philo médiévale avant. Hein. Et donc, tout d'un coup, voilà, ça prenait sens. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai envie de conclure cette table ronde avec une lecture. Sabine Audepin, un court extrait de Marguerite Porete. On écoute les traces qu'elle nous a laissées. On a cette grande chance de l'écouter par la voix de Sabine. Je fus jadis recluse en l'esclavage d'une prison, quand désir m'enferma en vouloir d'affection. Là me trouva la lumière de l'ardeur du divin amour. Elle tua aussitôt mon désir, mon vouloir et mon affection qui m'empêchaient d'être prise au cœur du divin amour. Et la lumière divine m'a sortie de prison. Sa noblesse m'a unie au divin vouloir d'amour, là où la Trinité me donne les délices de son amour. Ce don, nul homme ne le connaît. Aussi longtemps qu'il sert l'une ou l'autre vertu, qu'il sent par la nature ou s'exerce en raison. Ô bien-aimés, que vont dire les béguines, les gens de religion, entendant l'excellence de votre divine chanson? Les béguines déclarent que je suis égarée, et les prêtres aussi, les clercs et les prêcheurs, les augustins, les carmes et les frères mineurs. Car l'état dont je parle, c'est l'amour achevé, sans sauver leur raison qui leur fait dire cela. Désir, vouloir et crainte leur ôtent certes la connaissance, la richesse et l'union de la haute lumière, de l'ardeur du divin amour. Vérité le déclare à mon cœur, je suis aimée d'un seul. Elle dit que c'est sans retour qu'il m'a donné son amour. Ce don tue ma pensée, des délices de son amour, délices qui m'exaltent et me transforment par union en la joie éternelle d'être au divin amour. Divin amour me dit qu'il est entré en moi, si bien qu'il peut tout ce qu'il veut. La force qu'il m'a donnée, elle est du bien-aimé que je tiens en amour. À lui, je suis vouée, et il veut que je l'aime, si bien que je l'aimerai. J'ai dit, je l'aimerai. Je mens, je n'y suis pas.
Il est seul à m'aimer. Il est, je ne suis pas. Et plus rien ne m'importe. Sinon tout ce qu'il veut, sinon tout ce qu'il vaut. Il est en plénitude, j'en reçois plénitude. C'est là le divin cœur et nos amours loyales.